tout le monde pour cette première conférence de la journée du salon Food Hotel Tech. La thématique, vous l'avez, quel levier pour compenser la baisse du tourisme d'affaires? Et on a avec nous deux invités prestigieux pour en parler. Didier Boisdin et Fabrice Laverneur. Très rapidement, Didier, c'est 40 ans d'expérience dans le tourisme. Chez IAG, donc le groupe hôtelier, avec, je crois, un dernier poste en tant que VP Europe de l'Ouest. Europe, ok. La SVM ensuite, donc la Société des Bains de Mer, DG des opérations, et depuis 2019 à Cannes comme DG du Palais du Festival, et j'ai vu la direction du tourisme de la ville de Cannes aussi, donc une vraie expertise en termes évidemment de tourisme. Et Fabrice, un entrepreneur PDG de pavillon traiteur, les gens de la région connaissent certainement, avec un ancrage local très fort. Créé en 1990, société familiale, et que vous dirigez aujourd'hui, et donc avec là encore une expertise très forte dans les sujets, en particulier événementiels, animation de salons, de congrès, etc. Alors, peut-être commencer par remettre un petit peu quelques chiffres sur ce qu'est ce tourisme d'affaires. Chiffres ou l'importance que ça représente. Donc je vais rapidement donner quelques idées. En France, 380 000 événements organisés chaque année, à peu près 1000 salons, 2800 congrès, et le reste, des séminaires d'entreprise. C'est 77 millions de participants, 20 milliards de chiffres d'affaires directs et 20 milliards de chiffres d'affaires indirects. Alors, c'est la police et les manifestants. Selon Ernst Young, c'est plutôt 32 milliards au total. Mais enfin, ça donne une bonne idée, on va dire, entre 30 et 40 milliards de chiffre d'affaires sur ce secteur. Et ça représente, donc uniquement le tourisme d'affaires, représente entre 50 et 70% du CA annuel du parc hôtelier français. Donc ça donne une idée de quoi on parle. Lorsqu'on parle de tourisme, on pense souvent tourisme vacances. Le tourisme d'affaires est extrêmement important. Et je passerai la parole peut-être à Didier pour nous dire un petit peu, lui, essayer de permettre au public de mieux comprendre ce que c'est que ce tourisme d'affaires, ce que ça représente. Merci Dan. C'est vrai que c'est un des combats que l'on a mené pendant cette crise. Il a fallu essayer de persuader les pouvoirs publics de l'importance de la filière, parce que c'est une filière qui est faite d'une multitude de petites entreprises et qui génère, comme Dan vient de le dire, énormément de chiffre d'affaires, mais qui n'est pas forcément reconnu en tant que tel. Donc il y a une grosse bataille. Je ne suis pas certain qu'on ait encore gagné, mais en tout cas on a été aidés et beaucoup d'entreprises ont pu traverser la crise avec un peu moins de drame que ce qu'on anticipait au début, parce que les pouvoirs publics ont enfin reconnu le poids de la filière événementielle. Et c'est vrai que c'est tellement large, parce que ça va du séminaire d'entreprise aux gros congrès internationaux, à tout ce qui peut drainer cette activité. J'ai fait donc une grande partie de ma carrière dans l'hôtellerie internationale, et ouais, Dan, tu as raison, c'est aujourd'hui, si on prend des chaînes comme Accor, ou tous les grands groupes, Hilton, Marriott, qui sont essentiellement axés sur le tourisme d'affaires, vous allez voir que dans les mois qui viennent, ils ont déjà commencé, il y aura de grosses stratégies sur lesquelles ils vont réfléchir et qu'ils vont essayer de mettre en place pour compenser cette perte du tourisme d'affaires, qui peut se compenser par le tourisme de loisirs, on va en parler tout à l'heure, mais il y a un gros enjeu pour nous, filière événementielle, mais également pour l'hôtellerie, de trouver des alternatives à cette baisse du tourisme d'affaires, et peut-être, on parlera aussi de ça tout à l'heure, peut-être d'essayer de combiner les deux, de faire du tourisme de loisirs et du tourisme d'affaires, et parce que vous avez vrai que les univers se rejoignent de plus en plus. Alors, sur Cannes, je vais peut-être juste rebondir sur les chiffres. Sur Cannes, nous, le Palais des Festivals et des Congrès, c'est une société publique, c'est l'actionnaire principal de la ville de Cannes. C'est un chiffre d'affaires qui est relativement modéré, puisqu'en fait, dans une année normale, on fait 45 millions de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas énorme. Par contre, les retombées pour le bassin cannois, et ça rejoint à nouveau les chiffres que l'on donnait tout à l'heure, le Palais des Festivals, l'activité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pèse
à peu près 1 milliard d'euros en retombées pour le bassin cannois. Donc tous les gens qui travaillent pour le Palais des Festivals, hein, qui viennent, qui installent les stands, les traiteurs, Fabrice en est un bon exemple, etc. etc. Et c'est à peu près 13 000 emplois dans le bassin cannois qui sont concernés par l'activité des congrès de Cannes. Donc quand on commence à tousser, et avec la crise du Covid, c'est une toute plus que sérieuse, c'est 13 000 personnes qui sont sinistrées. Et une grosse partie de l'économie cannoise, du bassin cannois, qui s'écroule. Et ça a été l'enjeu principal pour nous sur cette crise, ça a été d'essayer de faire en sorte que nos collègues puissent traverser des petites boîtes. J'insiste bien là-dessus, c'est pas toujours des grosses boîtes, des petites boîtes puissent traverser la crise et être encore là pour la reprise. Fabrice, justement, ton expérience là-dessus, et peut-être un mot effectivement sur l'impact Covid. Alors on va essayer de ne pas faire toute la conf sur le Covid, parce qu'on a tous envie de parler d'autre chose et de parler de l'après, mais c'est important quand même de dire ce qu'il en a été, et ton expérience serait intéressante là-dessus. Alors merci pour me donner la parole. En fait, je suis effectivement entrepreneur, donc on a une entreprise familiale, Pavillon Traiteur. J'ai une autre casquette aujourd'hui. J'ai toujours les deux casquettes, hein, mais je suis président délégué de Provence-Côte d'Azur Events. Provence-Côte d'Azur Events, c'est le bureau des congrès. Et à ce titre, effectivement, on a quelques chiffres du tourisme d'affaires et on a œuvré, comme disait Didier, pour être représenté différemment qu'avant crise, auprès de l'État, auprès de la région. On a tout le monde de cette salle est bien conscient du poids du tourisme, que ce soit un tourisme loisir ou un tourisme d'affaires en France. Il est conséquent. On est le premier pays où en tout cas on se dispute les premières places entre les États-Unis et l'Espagne, je crois. Donc le tourisme a un poids conséquent qui n'a jamais été vraiment considéré effectivement au niveau des instances nationales. Et lorsqu'on est rentré dans le dur de cette crise, on a fait partie des secteurs les plus touchés et les plus touchés de façon durable. Donc effectivement, on a dans un premier temps essayé de se faire entendre au niveau national. Au niveau régional, c'était plus simple, avec l'Union nationale des métiers de l'événementiel, l'UNIMEV. C'est une partie en cours, elle n'est pas gagnée, comme a dit Didier, mais en tout cas, on est plutôt en bonne voie, puisque nos entreprises ont globalement été aidées et on n'a pas subi jusqu'à aujourd'hui la casse qu'on pouvait imaginer. Concernant des chiffres sur le tourisme d'affaires par rapport au tourisme loisir, alors, pareil, hein, je rejoins Didier, c'est bien, on s'entend bien. Le tourisme loisir n'est pas contre le tourisme d'affaires, et puis le tourisme d'affaires n'est pas contre le tourisme loisir. Ceci étant dit, le fait d'avoir moins de tourisme d'affaires en ce moment est effectivement une manne financière, une manne de chiffre d'affaires importante en moins. Pourquoi? Parce que ça ne représente entre guillemets que 14% de façon globale du tourisme en France. Ceci étant dit, ça représente plus de 20% du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'un touriste d'affaires, un homme d'affaires qui va se déplacer pour faire des rencontres professionnelles, dépense beaucoup plus qu'un touriste loisir. Et globalement, si on parle de chiffres, un touriste d'affaires dépense en moyenne 170 € par jour. Donc, ce n'est pas des séjours d'un jour. Là, on peut parler de congrès, de salons. C'est des gens qui vont rester 2-3 jours sur les destinations. Donc ça, c'est important. Pour en revenir de façon un peu plus centrée sur nos entreprises et sur nos petites entreprises dont parlait Didier, on a traversé, et après donc on n'en parlera plus, mais malgré tout, je viens avec un message positif. On a traversé la crise grâce aux aides, on va être extrêmement clair, sinon beaucoup d'entreprises comme les nôtres ne seraient pas là. On a traversé la crise grâce aux aides, grâce à ces fameuses subventions, fonds de solidarité, grâce à ces PGE, ces prêts qu'à un moment donné il faudra rembourser. Ceci étant dit, on est ici en octobre 2021 et on va dire qu'entre les pertes et les profits grâce aux aides de l'État, on est finalement quitte. Maintenant, la question c'est de quoi il fait l'avenir. Voilà. C'est ce que j'avais demandé. Sans même parler encore de l'après-Covid, quelle est votre vision à tous les deux sur
Parce qu'on entend beaucoup, on lit dans les journaux, bah c'est super, il n'y a pas eu beaucoup de dépôts de bilan. C'est vrai aussi d'ailleurs dans la restauration, hein, on dit c'est bien, ça a tenu. Mais à un moment, tu le disais Fabrice, c'est prêt, il faut les rembourser. Et quelle est votre vision à vous on va dire, des prochains mois, des court terme, des 12-18 mois, on va dire, hein, sans faire la boule de cristal, oui, je sais bien. Il faut une boule de cristal. Aujourd'hui, alors, on est... je pense qu'effectivement, il faut être positif. On est mieux que ce que l'on pensait être il y a 2 ans. C'est quand, enfin, un an et demi, quand la crise a commencé, on s'est dit il y a 30% des boîtes qui ne réouvriront pas. Donc là, on est mieux, en grande partie grâce aux aides. Non, il y a une... alors, j'ai lu des articles dans les journaux qui disaient que les restaurateurs ne se sont jamais aussi bien portés en termes de trésorerie que maintenant. Oui, bon, Fabrice, il se porte bien. Donc, attention, il y a effectivement... l'État a fait beaucoup. Je pense que sans rentrer dans une discussion politique, et c'est pas du tout l'objet, je pense qu'on ne peut pas accuser l'État de ne pas avoir réagi. Il y a eu beaucoup d'aides, et financièrement, beaucoup d'entreprises vont bien parce qu'elles ont été subventionnées. La difficulté, c'est ce que disait Fabrice à l'instant, c'est quand il va falloir commencer à rembourser, comment on va rembourser. Dans le palais des festivals de Cannes, on a emprunté 7 millions. Enfin, un PGE, prêt garanti par l'État de 7 millions d'euros. C'est bien. Donc on n'a jamais eu autant d'argent dans nos coffres. Mais c'est pas dessous. Mais il va falloir les rembourser. Donc je pense que les mois qui viennent vont effectivement être difficiles pour beaucoup d'entreprises, particulièrement dans la restauration, parce qu'il va falloir repayer les dépenses normales, les charges, etc., et rembourser ces prêts. Mais on verra après comment... Est-ce que vous pensez du coup que l'État doit aller plus loin? Parce qu'on parle maintenant d'abandonner le PGE, transformer en subvention, enfin ce serait bien, mais qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'en tout cas vous, au niveau où vous êtes, je dirais sur la partie politique de vos métiers, ou lobbyiste, dans le bon sens du terme de vos métiers, est-ce que c'est ce que vous allez aller chercher aujourd'hui auprès de l'État? C'est ce qu'on est en train d'aller chercher à l'État, c'est les négociations qui sont en cours, il n'y a rien d'abouti. Tout c'est on va rembourser ou pas rembourser les PGE, tout ça c'est des on-dit, hein, c'est des bruits de couloir. De façon très claire, et j'en sais pas plus, et le président de l'INIMEP n'en sait pas plus non plus, puisque la conversation date de ce matin. Il y a effectivement 2 dossiers en cours de négociation. On revient juste un cran en arrière. Une grande majorité de l'activité économique en France est repartie. Je tiens à le préciser. Ce qui peut nous donner des opportunités pour nous, activité encore quelques longs mois sujets à des très grosses baisses de chiffre d'affaires, c'est que ça va peut-être permettre à l'État de se concentrer plus sur finalement l'événementiel, enfin l'événementiel, tourisme d'affaires, hôtellerie, tourisme de façon générale. Fermez la parenthèse, on a 2 négociations en cours, c'est savoir comment on va faire par rapport à ce chômage partiel qui a été très aidant ces derniers mois, c'est-à-dire qu'une entreprise, on a fait en moyenne moins 83% de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il en restait 17, qu'on s'entende. Donc avoir du personnel en entreprise pour rien faire, ça ne tenait pas debout. Donc le gouvernement intelligemment s'est dit, plutôt que d'avoir des chômeurs qui allaient pointer à l'NPE, on va parler clairement, autant que ce soit des chômeurs partiels qui restent en poste. Donc ça a maintenu les emplois, ils ont donné donc ce fonds de solidarité pour maintenir les entreprises, donc jusqu'à présent ça a marché. Maintenant, la reprise elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore là de suite. Elle va venir bien entendu, mais elle n'est pas encore là de suite. Ceci étant dit, donc c'est en négociation, il y a qu'est-ce qu'on va faire avec ce chômage partiel, comment on va le transformer, à qui il va être adressé. Donc ça, on s'oriente plutôt vers un chômage longue durée, c'est-à-dire qu'un chômage où l'entreprise va s'engager, ce qui est normal, ce qui n'est pas des licenciements, ce qu'il y a un minimum d'activité tout de même qui sera donné aux salariés. Tout ça lissé a priori sur 24 mois, alors je rentre peut-être sur des détails techniques, et ce qui va permettre à des petites entreprises, parce que c'est essentiellement que des PME en réalité, hein, à ces PME de pouvoir survivre sur encore probablement l'année à venir, en se disant, ben voilà, quand il y a moins d'activité, ben on diminue la présence du salarié, et puis quand il y en a plus, on va le faire revenir. Alors, ça demande une flexibilité, ça c'est nécessaire. Et le deuxième point, effectivement, ce fonds de solidarité
n'existerait plus. Alors on dit ça au conditionnel, parce qu'il n'y a pas de décret qui est sorti. Ce fonds de solidarité n'existerait plus et serait remplacé, finalement, tout se réduit petit à petit, et devient de plus en plus précis, et c'est normal, à un remboursement de charges fixes dont on ne connaît absolument pas aujourd'hui les critères. Et ça, c'est pour le mois d'octobre. Donc je vous parle de décrets que l'on attend pour le mois d'octobre au mois d'octobre. Allez, on va tourner la page sur la crise. Il y a par contre un côté tout à fait paradoxal à ce que tu viens de dire, Fabrice, c'est qu'en fait, là, ma réponse à la question de Dan, qu'est-ce que l'État doit faire aujourd'hui, paradoxalement, on a un gros problème de manœuvre. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'il faut... C'était ma question. Voilà, qu'il faut retourner au chômage partiel. Peut-être aller sur du chômage longue durée. Moi, je peux vous dire qu'il y a un méga problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'éphémère. Hein. Tout ce qui est événementiel, et donc une grosse partie de l'activité de tourisme d'affaires, c'est de l'éphémère. Et l'éphémère, ça veut dire qu'il faut des gens qui soient une masse salariale qui puisse être excessivement flexible. Donc là, un des enjeux, et là où l'État va devoir intervenir et peut nous aider, c'est de faire en sorte que ces gens aient envie de revenir travailler, que ça soit comme cuisinier en extra, serveur, monter des stands, conduire des Fenwick, conduire des camions, monter des structures de scène, des intermittents du spectacle, etc. Là, l'enjeu, il est de taille, parce que Fabrice me faisait voir dans la voiture tout à l'heure un texto qu'il a reçu d'un de ses anciens employés qui était un très bon cuisinier, qui lui dit écoute, chef cuisinier, et j'arrête, je suis chauffeur de taxi à Nice. Et là, et ça, attention, parce que les gens se sont aperçus qu'effectivement, pendant cette crise, ils n'étaient pas forcément, ils n'avaient plus rien, quoi. Il y avait, ils se peut-être aussi rendu compte que c'est une activité qui est dure, hein. C'est pas facile, le cinéma et l'hôtellerie et la restauration en règle générale, on travaille beaucoup plus que dans les périodes des week-ends de vacances et autres que d'autres personnes, et il y a peut-être des gens qui ne reviendront pas. Donc ça, c'est un des gros enjeux. Alors, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des enseignements qu'on a tirés. Ce qui va nous permettre de rebondir, ou, je dirais, les excès qu'il faut tout de suite corriger pour ne pas creuser notre tombe de façon plus importante. Il y a trois, en ce qui me concerne, trois enseignements sur ce qu'il faut qu'on évite de faire. Il y a toute la partie RSE, tout ce qui est développement durable. Alors, vous savez, les crises ne sont que des formidables facteurs d'accélération de tendance. C'est-à-dire qu'une crise, elle a ce côté-là de positif, c'est qu'il faut que derrière une crise, il y a toujours, quand il y a une guerre, il y a toujours quelques années après des nouveaux matériaux qui sortent, des nouvelles tendances, des nouvelles technologies qui a servi à gérer les conflits et qu'on transporte dans le monde des affaires. Donc nous, c'est un peu ça. Donc il y a eu, avant le Covid, et ça sera, là, directement dans le sujet, ça sera un des leviers indiscutablement de cette reprise, c'est l'enjeu du RSE. Je dis RSE, tout le monde sait dont on parle, c'est pas que le tri des déchets et puis les pailles qu'on jette plus en carton, qui sont plus les pailles plastiques, c'est tout ce qui va toucher au sociétal, l'inclusion, le surtourisme en ce qui me concerne, ouvrir les salons aux quartiers défavorisés des villes, la politique de gestion des déchets, l'empreinte carbone. Ça, c'est un des gros enjeux. On l'avait avant la crise. On commençait à se rendre compte de l'importance du sujet. C'est devenu un must absolu, c'est-à-dire que c'est à la fois un problème d'après-crise, c'est un problème de génération. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Concrètement, Didier, je veux bien que tu nous en dises un peu plus là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Parce que, comme tu le dis toi-même, RSE, on en parle depuis maintenant un bon bout de temps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je reviens sur opérationnel. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, notre métier, c'est de l'éphémère. Éphémère et durabilité, c'est déjà à l'opposé. Donc comment rendre des événements durables dans un monde éphémère? C'est compliqué. Après, il y a l'empreinte carbone. Il faudrait, moi, l'idéal pour moi, pour les festivals de Cannes, serait de n'accueillir que des manifestations à empreinte positive. Je fais quoi avec le festival du film? Avec toutes les vedettes qui viennent en jet privé, etc. Je fais quoi? C'est pas évident. Donc est-ce que je refuse le festival du film? Bien sûr non. Et comment j'arrive à faire en sorte que le festival du film ait une empreinte positive? Donc ça, c'est un méga défi parce qu'on n'a pas de réponse. Donc on va proposer des solutions de décarbonation, c'est-à-dire qu'on va s'acheter une bonne conduite. Du coup, au avionnage, peut-être Du coup, au avionnage, comme on fait le ce matin avec la voiture. Non mais voilà, on va proposer des solutions. Mais ces solutions, elles ne seront que temporaires. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'on aborde de façon sérieuse le problème en disant
qu'est-ce qu'on fait avec cette empreinte carbone? Qu'est-ce qu'on fait avec ces événements qui sont consommateurs d'énergie, de produits? Enfin, si vous avez l'occasion un jour de voir le démontage d'un salon, on vient de finir le salon le Cannes Yachting Festival, le salon de la Plaisance, derrière ce qu'on jette, c'est impressionnant. Alors on a des filières de recyclage, on retraite la moquette, on la retraite, on essaie de retraiter le bois, tout ce qu'on peut retraiter, mais c'est un peu hypocrite tout ça quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, on va tomber sur des générations, que ce soit en termes d'âge ou de mentalité, qui vont dire on ne veut plus de salons temporaires parce que ça gaspille de l'énergie. De l'énergie à tous les sens du terme. Donc ça, c'est compliqué. Dans le domaine de Fabrice, moi j'ai eu, ce qui est quand même, ça fait 40 ans que je suis dans le métier, hein, je vous disais tout à l'heure, j'ai eu pour la première fois un client qui nous a appelé, on dit écoutez, on est profondément mécontents, il restait de la nourriture sur des buffets. Je me dis, c'est plutôt bien quoi. Enfin, moi, Fabrice a certainement fait ça aussi une bonne partie de sa vie, on a plutôt tendance à en mettre un peu plus, puis les clients me disaient, on a trop bouffé, il en restait trop, mais c'était génial. Et là, on dit non, vous avez une responsabilité. Vous nous avez vous nous avez mal conseillé. Il y a trop de nourriture qui est restée sur le buffet, donc on a gaspillé. Ça n'est pas acceptable. Et là, vous dites, on a un problème. Mais si c'est ça, on a un problème. Mais est-ce que tous les deux vous voyez ça comme une contrainte, ou bien parce que comme tu disais, on rentre dans le vif du sujet, c'est un levier aussi. Et il y a du positif, enfin, c'est pas qu'une contrainte, ça ouvre des opportunités formidables. Le levier pour lequel on n'a pas de solution aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on y réfléchisse, il va falloir à la fois qu'on travaille sur la décarbonation des éléments, et puis alors on est dans les gestions des tri, tout ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ces manifestations soient les moins polluantes possibles. Donc ça, premier levier, il faut impérativement qu'on envoie là-dessus, et ça peut déclencher effectivement de nouvelles sources de revenus, de manifestations. Faut voir, mais il y a un risque. Avant de passer aux autres leviers, Fabrice, chez Pavillon Traiteur, c'est un sujet de RSE ou on est très loin? Il y a plein de sujets RSE à Pavillon Traiteur. Il y en a pour lesquels ça pourrait être des leviers et on n'a pas la solution aujourd'hui. Et il y en a qui sont déjà dans les mœurs. On va donner quelques exemples concrets. Donc ça fait 10 ans que j'ai repris la main dans l'entreprise. Il y a 10 ans, c'est pas si loin, on avait des organisateurs d'événements qui commandaient pour 2000, et à partir du moment où il faisait beau, on avait 30% des gens qui ne venaient pas manger. Il faut savoir qu'en traiteur, quand vous sortez la nourriture du frigo, on va faire les choses de façon très claire, quand vous sortez la nourriture du frigo, il y a la rupture de la chaîne du froid, vous le faites réchauffer, vous le dressez, vous le mettez sur le buffet. Un buffet en traiteur, c'est pas réfrigéré, c'est pas comme dans une cantine où c'est prévu avec des frigos, etc. Vous mettez ça sur un buffet, ça doit durer 2 heures. Le reste, vous jetez tout. C'est-à-dire qu'effectivement, le client de Didier qui lui dit mais c'est pas bien, il restait trop à manger, effectivement, il jetait tout. Aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on ne voit plus. C'est-à-dire que les organisateurs, non pas anticipent la météo, mais globalement, on a du bon sens, une présence d'esprit qui fait que les gens qui avaient prévu un repas à l'intérieur, même s'il fait beau, ils viennent le manger. On est anti-gaspi. Mais là, je vous parle déjà de la réaction du client. Et le client va réadapter son nombre de personnes pour des raisons économiques, oui, mais le RSE, si vous n'avez pas derrière des raisons économiques, c'est pas viable. Donc c'est pour des raisons économiques et pour des raisons écologiques, pour éviter de cacher. Et ensuite, on parle de quantité de buffets, sur des grosses quantités, quand vous avez 500, 1000, 2000 personnes, on étudie, et c'est mon rôle en tant que chef d'entreprise, au plus près de ce que vous pouvez manger, pour éviter d'avoir trop à manger, et pour éviter de ne pas en avoir assez. C'est juste être assez rassasié, et tout ça, c'est un métier, et ça évite effectivement de jeter. Mais malheureusement, on est un métier où il reste des sujets sur lesquels on n'a pas de solution. On peut dire que dans les doctrines, il faudrait qu'on fasse évoluer les choses, de dire on fait appel au maximum à nos entreprises locales. D'accord ? Donc ça va éviter les transports, etc. Plutôt que de faire venir un prestataire de Lyon, de Marseille, on va faire en sorte qu'il soit dans le 0,6. Déjà, ça va éviter une certaine consommation de carburant. Et par contre, il faut évoluer dans les règles. Par contre, un point qu'on a essayé d'étudier, c'est ce côté local des producteurs locaux. Alors déjà, allez trouver un producteur local de viande. Voilà.
Quant au poisson, c'est très, enfin, c'est des petites quantités. Quand on parle de 1000 ou 2000 personnes, il faut aller chercher du poisson. Donc ça, on n'a pas aujourd'hui les leviers locaux pour se dire, bah, tiens, on va faire appel à des producteurs locaux. Et alors, le pompon de l'histoire, c'est qu'on a malgré tout des producteurs, des agriculteurs autour du bassin canois, des gomasses, la Roquette, qui font des excellentes courgettes, des très bons produits. Ces produits-là, très souvent, avant d'être distribués sur la Côte d'Azur, ils sont renvoyés à Rungis et redescendent. C'est-à-dire que quand on va leur demander des quantités à ces producteurs, on a essayé pour des marchés qui nous ont dit, écoutez, essayez de trouver de mettre en avant des agriculteurs, des producteurs locaux. On a essayé, ça fait des années qu'on essaye, et ces gens-là nous disent, mais mes quantités, elles sont déjà vendues. Et elles ne sont pas vendues dans le 06, c'est-à-dire que ça va, ça vient. Alors, c'est pas une généralité, mais encore une fois, dans l'événementiel, c'est éphémère et souvent ça correspond à beaucoup de monde. Et là, pour le coup, bah, ce sera un levier super intéressant, mais on n'a pas trouvé la solution. Oui, donc il faut effectivement, c'est un levier indispensable, c'est qu'il faut qu'on comprenne. Je pense que les gagnants, les futurs gagnants sont ceux qui auront le mieux réagi, le mieux anticipé. Les solutions ne sont pas faciles, hein. C'est vrai qu'on se creuse beaucoup la tête. Alors, il y a l'habillage, hein, la norme 2021. On dit voilà, je suis ISO 2021 et donc je suis. Tout ça, c'est de l'habillage. Après, il y a derrière les pratiques de l'entreprise et ce qu'on va pouvoir commercialiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir rassurer les clients en leur offrant des solutions qui leur permettent d'organiser des événements en respectant leurs chartes environnementales. Beaucoup de vous avez entendu parler des entreprises à mission, des entreprises à raison d'être, d'inclure donc des objectifs RSE dans la stratégie de l'entreprise, de ne plus afficher le profit comme étant la priorité absolue, etc. Donc, une entreprise qui vient faire un congrès ou qui va participer à un MIPIM qui a sa raison d'être bien définie et qui affiche clairement son ambition d'être une entreprise respectable, vous ne pouvez pas la faire venir sur un stand où vous n'avez pas les bases pour assurer à cette entreprise qu'elle ne triche pas avec sa raison d'être, ses actionnaires, ses ambitions, ses collaborateurs, etc. Donc ça, c'est un véritable enjeu qui est un levier, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est dans l'éphémère. Vous voyez, à nouveau, pour être très précis, on a le Festival du film que vous connaissez à Cannes, qui est notre grosse manifestation, très fier du tapis rouge. Jusqu'à présent, l'enjeu des tapis rouges, on change tous les jours, 3 fois par jour pour qu'il soit propre. On s'est fait allumer par une journaliste américaine qui a fait un papier terrible en disant, mais attendez, vous vous rendez compte le nombre de mètres carrés de tapis rouges que vous jetez, c'est pas bien, Donc là, le festival s'est fait, bien sûr, a réagi en disant, bon, on va réduire. Donc on a réduit le nombre de fois où on changeait le tapis rouge, mais il va falloir qu'on trouve une solution. Je sais pas ce qu'on va faire, j'ai pas la solution aujourd'hui. Je vais peut-être peindre les marchands rouges, mais on ne va pas pouvoir continuer avec du tapis rouge. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce que tu disais, Fabrice, il n'y a pas de filière de recyclage. La moquette, on essaie de la valoriser, elle repart, on coupe les moquettes, elle repart sur des fours de cimenterie, mais c'est pas l'idéal. Donc, et on n'a pas trouvé non plus de moquettes qu'on puisse nettoyer et réutiliser. Parce que c'est compliqué, mais je peux vous dire que pour le Festival du film, l'enjeu du tapis rouge, parce que médiatiquement parlant, c'est le symbole du Festival du film, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils peuvent se faire attaquer là-dessus. Maintenant, on va parler d'un point positif, le zéro plastique. Le zéro plastique, il y a 3 ans, hein, nous a obligés à, je crois que c'est en 2021, 2022, où définitivement on aura zéro plastique. On s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible. On utilise tellement de plastique, comment on va le transformer? Eh bien, je peux vous garantir que les industriels, au fur et à mesure, ont trouvé des solutions. Là, je vois des bouteilles qui sont encore en plastique parce que, effectivement, c'est pas encore tout développé, mais on a des bouteilles maintenant en Tetra Pak. C'est très récent et on a trouvé des solutions. Là où on pensait ne pas en trouver, on en a trouvé par obligation parce que de toute façon on arrive devant le mur où on est obligé de les trouver. Donc quand on a l'obligation de les trouver, finalement, nous on y est arrivé. En tout cas sur les différents établissements et le palais des festivals, on intervient aussi. On est à zéro plastique. Et c'est effectivement un très bon exemple de transformation d'une contrainte en levier, puisqu'il y a des sociétés qui sont créées autour de ça, des nouvelles idées qui sont venues, etc. Alors Didier, tu partais sur les 3 ans, donc le deuxième. Deuxième, c'est le digital, le numérique, c'est ce que vous voyez dans beaucoup de stands aujourd'hui. C'est vrai qu'on a été, nous, réticents à se lancer dans l'aventure parce que
la mission première d'un palais des festivals et des congrès dont l'actionnaire principal est la ville de Cannes, c'est de ne pas faire du profit, c'est de mettre, moi je dis toujours vulgairement, c'est mes anciens réflexes d'hôtelier, de mettre des têtes sur des oreillers. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de faire venir du monde à Cannes qui va consommer dans les hôtels, qui va consommer dans les restaurants, qui va prendre le taxi, qui va faire travailler les traiteurs, qui va faire travailler les sociétés de production, etc. Donc pour nous, le digital, c'était un risque, puisque une partie de cette activité allait nous échapper. Bon, on a là aussi très vite changé notre façon de voir les choses, c'est que c'était, quoi qu'il en soit, incontournable. Donc aujourd'hui, il y a cette hybridation des événements qui est incontournable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'éviter, qui va de pair avec une accélération des développements technologiques qui permettent d'avoir des solutions techniques de qualité, ce qui n'était pas forcément le cas. Enfin, tous les conférenciers ou intervenants, tu te souviens certainement à une époque, une table ronde comme ça avec des speakers en visio, 1 heure avant, tu testais les trucs, allô, allô, tu m'entends en 5 sur 5, mais on n'était jamais sûr. Aujourd'hui, ça marche très très bien. Donc voilà, ça c'est un enjeu, c'est aussi un levier, puisqu'il faut toujours voir c'est la bouteille moitié pleine ou à moitié vide, mais 80% des événements aujourd'hui auront une solution digitale à proposer à leurs clients, donc les congressistes. Ça demande un certain nombre d'investissements, ça demande une amélioration permanente. On est dans un domaine de la technologie où ça va très 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 vite et il faut réagir très très vite. Donc nous on est passé, quand on a senti l'impact énorme de cette crise, on a commencé par offrir du 100% virtuel. Donc on s'est associé avec Laval Virtual, que vous connaissez peut-être, qui est une des grandes sociétés en France qui propose du 100% virtuel. Ça n'a pas très bien marché, mais on l'a offert. Voilà, si vous ne pouvez pas vous déplacer et que vous ayez besoin d'organiser un événement, vous pouvez le faire en 100% virtuel. C'est un peu le principe des consoles vidéo. C'est que vous avez votre avatar et vous baladez dans des centres de congrès virtuels avec des exposants qui vous présentent leurs dernières innovations, etc. Donc ça, on l'a fait. On a créé un studio digital au Palais des Festivals, parce que c'était impératif. Donc un vrai studio qui permette d'avoir du streaming, d'avoir des conférences en distanciel. On fait partie d'un réseau de villes dans le monde qui se sont associées, je ne sais pas, pour être là aussi très concret, si demain on voulait faire un congrès des cardiologues du monde, on pourrait très bien avoir 1000 cardiologues à New York, 1000 cardiologues à Chicago, 1000 à Cannes, peu importe les chiffres que je vous donne, 1000 à Sydney et 1000 à Pékin, et la conférence peut se faire de façon parfaitement organisée avec ces sites, dont Cannes en fait partie, ces sites qui sont partie du Hybrid City Alliance. Donc c'est un regroupement de palais des festivals, enfin, palais des congrès, des centres d'exposition où on peut organiser en simultané des manifestations. Donc ça, c'est un enjeu, un levier, c'est pareil, c'est un levier pour l'activité. Pour des destinations comme nous, c'est peut-être un risque, mais il faut voir le côté positif des choses. Et on va continuer en ce sens. On peut aujourd'hui faire intervenir des speakers, parce que moi j'aurais pu être dans mon bureau à Cannes et faire la conférence sans aucun problème ce matin, sans me déplacer. Donc tout ça, toute cette poussée technologique, elle va s'accentuer et faire en sorte que ça va nous permettre de toucher beaucoup plus de monde. C'est-à-dire qu'un congrès comme le MIPIM qui peut accueillir 60 000 personnes à Cannes, avec le numérique, on va toucher 300, 400, 500 000 personnes. Mais l'opportunité, c'est vrai, c'est de toucher plus de monde, mais ça me fait penser un peu au débat qu'on a en ce moment sur le télétravail. Est-ce qu'il faut passer tout télétravail? Est-ce qu'il faut l'objet? Moi, j'ai quand même l'impression, et ce salon prouve, et on le voit tous les jours, on a besoin de se voir quand même. On a besoin de se parler, on a besoin d'être en face, c'est pas la même chose. C'est pas un meeting business avec quelqu'un que vous ne connaissez pas à distance, c'est pas facile. Là, on vous a en face, les gens vous voient, vous regardent, on peut vous poser des questions plus facilement. Bien sûr qu'on peut le faire par Zoom ou par rien sur l'écran. Et est-ce que ça, c'est pas quand même quelque chose qui fait que on va pouvoir cette hybridation dont on parle, à mon sens, on peut l'avoir véritablement comme un sujet positif. Effectivement, on va avoir, au lieu d'avoir 1000 personnes à Cannes, pour reprendre l'exemple donné tout à l'heure, on va en avoir 1000 à Cannes, plus 1000 à New York, plus 1000, etc. Et ça rendra la chose plus intéressante. Mais je crois qu'on a...
moi j'ai l'impression que on démontre au quotidien à quel point on a besoin, enfin, l'homme est un animal social. Ouais. Et Zoom, ça permet pas forcément à l'homme d'exprimer sa sociabilité, à mon sens. Non, mais le luxe, c'est de pouvoir choisir. Le luxe, c'est de pouvoir choisir. Et donc de pouvoir choisir, de se dire, plutôt que d'aller au MIPCOM à Cannes, qui a lieu dans quelques jours, je vais choisir de participer à la conférence d'ouverture, peut-être une partie de la conférence de clôture. J'ai 4-5 stands que je veux visiter. Au lieu de payer 3 000 €, et je dis n'importe quoi comme chiffre, je ne vais payer que 500 €, je ferai du distanciel, mon luxe, moi, c'est de pouvoir choisir. Et du côté des entreprises, ça va être aussi là la possibilité de réduire un certain nombre de frais. Et ça, c'est ce que vont chercher les entreprises en sortie de crise. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer 25 personnes sur une manifestation, j'en envoie plus que 15, et j'en ai 10 en... Je lisais un interview de Jean Piragnon, PDG de L'Oréal, qui estimait qu'il allait pouvoir baisser ses notes de frais à post-Covid de 30 à 40% au niveau du groupe. Donc c'est énorme. Il y a un risque au niveau de l'événementiel, effectivement, c'est d'avoir moins de volume en termes de personnes en présentiel. Mais ce levier digital, comme le RSE, d'abord il est durable et il est économiquement viable, puisque non seulement l'organisateur de l'événement, parce qu'il y a bien un organisateur avant tous ces événements, qui va chercher à avoir un modèle économique qui fonctionne, qui veut gagner de l'argent, il va avoir son modèle économique en présentiel, et il va avoir ce levier qui est finalement infini de visitorat virtuel qui va faire payer et qui n'a pas de limite finalement, puisqu'en fait on a dans cette pièce on sait combien on va pouvoir rentrer de personnes, mais par contre au niveau digital on peut augmenter un nombre entre guillemets infini. Donc c'est viable économiquement, et effectivement la seule malgré tout la crainte qu'on puisse avoir nous en tant qu'événementiel, parce que en tant que traiteur, pour le coup, je ne peux pas donner de nourriture virtuelle. C'est ce que j'allais dire. Voilà, ça c'est malheureusement c'est un levier qui ne va pas beaucoup fonctionner pour le pavillon traiteur, mais malgré tout, ça permettra aux organisateurs d'avoir peut-être plus de moyens pour les gens qui seront sur place en présentiel. D'accord. Et alors, toujours dans les leviers, toujours cette partie hybride et digitale, le formidable enjeu, là, aujourd'hui, et on se bat tous pour être en tête, c'est d'avoir des destinations connectées. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir un palais des congrès qui soit hyper digitalisé. Si derrière, les gens, quand ils arrivent à l'aéroport, imaginez, vous avez une génération high-tech dont vous faites pour la plupart partie, qui a changé son mode de consommation, qui dit voilà, moi je vais être beaucoup plus sélectif, je veux tel type d'événement, la technologie prend de plus en plus d'importance pour moi. Je sais qu'en allant au palais des congrès de Nice ou de Cannes ou de Paris, je vais trouver ce type d'équipement. Par contre, j'arrive à l'aéroport, j'ai aucun soutien. Les taxis, c'est l'ancien monde. Le reste, dès l'instant que je quitte l'enceinte du palais des festivals, des congrès, je suis complètement perdu. Ça va être un souci. Donc il y a toute cette notion de smart cities qu'on est en train de mettre en place, où il faut que ça suive derrière. C'est-à-dire que les destinations qui gagneront, et on va y avoir dans les publicités qui vont sortir, Dubaï, beaucoup d'argent bien sûr, comme d'habitude, nous on essaie de se battre, mais voilà, le véritable enjeu, ça va être de pouvoir offrir des solutions numériques destination pour des gens qui vont faire des congrès et qui pourront faire, là aussi on revient à cette notion de luxe et qui est de pouvoir choisir, qui pourront construire leur événement sur mesure en étant à l'extérieur dans la destination, mais en utilisant cette technologie qui est en train d'évoluer considérablement. Et est-ce que de manière plus large, ça ne va pas créer des winners et des losers en termes de destination, mais même, je ne sais pas si lequel d'entre vous m'en a parlé lorsqu'on préparait cette conférence, cette notion de pleasure. C'est ça. On parle après, c'est le troisième levier. Oui. Okay. Non, mais oui, il y a quelques années, l'enjeu, je me souviens quand j'étais dans l'hôtellerie, on avait des villes. Arles, je peux parler de Arles par exemple, c'est un bon exemple. Arles avait monté à Palais des Congrès, il n'y avait pas d'hôtellerie. Comment absolument. Et ça, il n'y a pas si longtemps, parce que je suis quand même pas si vieux que ça, quoi. Et là, on se dit que ça s'est complètement dépassé aujourd'hui. On n'en est même plus là. Aujourd'hui, c'est quelle est la destination qui va être capable d'offrir ces solutions qui vont permettre à l'ordinateur de congrès d'un côté et aux clients qui viennent pour les congrès de bénéficier de tout cet investissement technologique et de faire en sorte que, voilà. Donc après, alors le troisième levier. Je passe au troisième.
On reviendra sur le digital après. Troisième levier, effectivement, qui est plus pour la partie hôtelière, hein, c'est un pourcentage énorme du chiffre d'affaires du tourisme d'affaires, c'est ce qu'on appelle le bleisure. Bleisure, c'est quoi? C'est business leisure. Hein, c'est le raccourci des deux. Et on s'aperçoit de plus en plus que les tendances de consommation ont changé. Les gens partent moins longtemps. Hein, moi, j'ai l'âge aujourd'hui respectable, et j'ai des parents qui partaient, quand on partait les quelques fois on partait en vacances, on louait une maison un mois, 3 semaines, on partait 3 semaines, un mois en vacances, et puis c'était le mois d'août ou le mois de juillet, et puis après le reste du temps on prenait un petit peu pour Noël, c'est tout. Aujourd'hui, vous avez vu, les gens partent sur des séjours beaucoup plus courts, mais beaucoup plus fréquents, où on mélange, j'en arrive à ça, où on mélange déplacement professionnel, loisirs. Hein, on vient à un congrès le jeudi, vendredi, puis on en profite pour faire venir sa famille le samedi, dimanche. On mélange pendant les congrès l'expérience loisir et le travail. Donc il y a cette notion qui est en train de sortir de bleisure. Vous verrez ce que Accor est en train de faire et les grands groupes hôteliers sont à fond là-dessus. Comment faire en sorte que ces touristes d'affaires restent un peu plus longtemps, comment les faire rester un peu plus longtemps et comment leur vendre la destination et faire en sorte qu'un séjour de 3 nuitées en tourisme d'affaires se convertisse en séjour de 5 nuitées avec 2 nuitées qui seraient plus consacrées aux loisirs. Et c'est pareil pour les restaurants, pour les musées, pour tout ce que l'on peut faire. Et ça, voilà, ça c'est un autre levier, le bleisure, faire en sorte qu'il y ait une frontière un peu moins marquée entre le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs, et qu'on arrive à marketer les deux pour en tirer, pour la destination à nouveau, le maximum de profit. Je vais parler un peu de notre bureau des congrès comme 4e levier, avec l'aspect marketplace, c'est-à-dire la digitalisation des rencontres entre les potentiels clients, ceux qui ont des briefs, comme on dit, ceux qui ont des envies d'organiser des événements sur nos destinations, et évidemment nos prestataires, ces PME dont on parle depuis tout à l'heure. Le bureau des congrès a mis en place une plateforme, et le but étant de mettre en contact beaucoup plus facilement les acteurs du tourisme d'affaires en l'occurrence. Ça, c'est un autre levier, c'est un levier, là pour le coup, très pratique, pragmatique, et qui existe. On est au démarrage, mais ça a été 2 ans de boulot. Et puis, le bureau des congrès a lancé ce qu'on appelle For Events, c'est-à-dire, encore une fois, des outils qui permettent à tous les membres, à toutes ces entreprises de tourisme d'affaires, alors on représente 220 entreprises de tourisme d'affaires, à peu près 10 000 emplois et 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il fallait que je le dise. Donc ça c'est ce que représente le bureau des congrès. Donc globalement on représente le tourisme d'affaires sur la région, et on met en place des outils pour faire progresser ces entreprises, pour être sur la scène internationale avec des normes et puis des niveaux d'excellence qui permettront à nos destinations Côte d'Azur, à nos destinations Provence, de faire venir des personnes. Tout à l'heure, on parlait de RSE, ça fait partie de ces leviers qu'on met en place pour pouvoir faire progresser les entreprises. La norme ISO 20121, c'est une norme donc environnementale. On est peu à l'avoir aujourd'hui, parce qu'une PME, c'est quand même, pour une PME, c'est contraignant en temps, c'est contraignant en argent. Et donc là, le bureau des congrès va aider et va permettre à travers les négociations avec la région, va aider les entreprises, les PME qui sont dans ce réseau de tourisme d'affaires, de bénéficier d'une aide, et le temps on le prendra, pour pouvoir récupérer cette norme ISO 20121 et pour pouvoir avoir un niveau d'exigence RSE qui va au niveau international peser quand un client, quand une entreprise va vouloir prendre sa décision de savoir si elle veut partir à Prague, à Londres ou à Cannes ou à Nice. Une question à tous les deux qui rejoint un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Si on refait un peu de prospective, est-ce qu'à votre avis,
Je disais que Singapour avait cette stratégie de se dire on va essayer de faire des congrès plus importants. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais Didier avec le Bléja. Il y aura peut-être moins de congrès, mais les faire plus importants. Toujours dans ce qui a été évoqué au cours de cette conférence, hein, c'est les deux raisons majeures, si je résume, hein, sur le risque qu'on peut avoir sur ce tourisme d'affaires, c'est l'écologie. Donc il faut moins voyager, il faut moins se déplacer, il faut moins bouger. Et deuxièmement, les économies. C'est deux choses qui reviennent et qui sous-tendent un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Et est-ce qu'à votre avis, de la même manière qu'en termes de destination, il va y avoir des gagnants et des perdants, est-ce que ça veut dire aussi que ça va votre sens, et j'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux, c'est pas forcément le même, est-ce que ça va devenir plus compliqué pour les petits congrès, les petits salons? Est-ce qu'il va y avoir de très gros, les très gros qui de toutes les manières sont là, je sais pas, je fais le Consumer Show à Las Vegas, où je vais garder les gens 3 jours de plus, c'est énorme, il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent, et du coup plus dur pour les petits, ou à votre avis, non, il y a des moyens, il y aura des solutions pour les plus petits salons, plus petits congrès de s'en sortir? Alors je crois qu'il y a un impératif, c'est la qualité, c'est-à-dire qu'on va vers du qualitatif. Ça va, mais on le voit, regardez, on parle du tourisme de l'espace aujourd'hui, et ça prend. Pourquoi? Parce que c'est hyper qualitatif, c'est nouveau, etc., etc. Donc le qualitatif marchera. Nous, on a la chance d'être sur un créneau, la Côte d'Azur en général, hein, un créneau relativement qualitatif. Les gens qui viennent sur la Côte d'Azur, c'est cher, hein, c'est plus cher que d'autres destinations, c'est parce qu'on veut aussi marquer son événement, marquer son empreinte et faire en sorte que l'événement ne soit pas un événement tout à fait comme les autres. Donc, qualitatif, je pense que il y aura la difficulté, c'est toujours l'intermédiaire, c'est que les gros salons continueront toujours, mais les modèles évoluent. Alors, je prends 2 exemples précis. Vous avez vu que le salon de l'auto, par exemple, à Paris, il se casse la figure. Le salon de la plaisance à Paris se casse la figure parce que on n'est pas dans l'expérientiel. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, à nouveau, moi quand je faisais le salon de l'auto, je ressortais, je passais la journée, je ressortais avec 15 kilos de prospectus, des dossiers, on ramenait ça à la maison, on était vachement contents, on faisait le salon d'agriculture, le salon... et aujourd'hui, les gens ne veulent plus de ça, c'est-à-dire qu'ils veulent de l'expérientiel. Je veux bien le salon de la voiture, mais je veux pouvoir conduire de façon, ça peut être par le biais d'un simulateur ou autre, mais je veux pouvoir m'amuser, vivre des expériences. Si c'est pour visiter les stands, prendre des brochures, ça ne m'intéresse plus. Donc ça va disparaître. On le voit sur le Cannes Nautique Festival. Qu'est-ce qui fait que le salon de la plaisance de Cannes est devenu le plus gros salon d'Europe? C'est que les bateaux sont sur flot, sur l'eau. Et quand on achète, moi j'achète des bateaux en général au salon de la plaisance, et quand vous achetez un bateau sur l'eau, ça n'a rien à voir avec l'achat d'un bateau sur cale. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, on peut l'essayer. Le bateau, il n'a pas du tout la même... C'est pas du tout la même configuration. Et puis on est, et je reviens sur le Cannes Nautique Festival, on combine à la fois, donc on n'est pas loin là, du pleasure, on combine à la fois le fait de venir travailler, hein, visiter un salon, pourquoi pas choisir un bateau, mais aussi aller déjeuner sur une plage, aller se faire une super soirée dans un restaurant branché, ou finir en boîte de nuit, etc., etc. Donc voilà, on est sur cette notion de pleasure. On associe le plaisir, l'utile à l'agréable. Donc ça, les salons traditionnels vont souffrir de façon importante. Certains ont déjà... Mais à la limite, gros ou petit, quoi. Ouais, gros ou petit. Alors le futur du salon de l'automobile, par exemple, c'est quoi? C'est de la décentralisation, c'est de venir, de s'associer à d'autres manifestations, par exemple, sur l'intelligence artificielle. Alors voilà, je vais présenter des voitures, mais dans le cadre d'un salon sur l'intelligence artificielle, où les gens vont pouvoir voir l'intelligence artificielle au service de la voiture. Là, on est dans l'expérientiel. C'est différent. Visiter les stands traditionnels, terminé, ça ne se fera plus. Donc, les gros qui ne changeront pas de modèle vont avoir du mal à survivre. Est-ce qu'il y a un marché plus important pour les petits, pour les moyens? Je pense que c'est cette notion de qualitatif et d'amener autre chose qui va C'est intéressant. Et Fabrice, la vision du bureau des congrès là-dessus, c'est quoi? Non, c'est la vision de Fabrice, celle du bureau des congrès. Pour le coup, on n'est pas dans le marché. J'imagine que vous en discutez beaucoup, en tout cas. Oui, on discute de tout ça, bien entendu. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est pas de gros ou petit. Je rejoins Didier sur le fait qu'il faut que ce soit qualitatif. Ceci étant dit, on est quand même sur une tendance où on va vers le plus précis. C'est-à-dire que
on va sur des rendez-vous plus précis, on ne va pas sur juste effectivement du visitorat qui va se balader dans les allées. Il faut qu'effectivement il y ait des rendez-vous, et il faut qu'il y ait des attentes, enfin comment dire, il faut répondre à des attentes plus précises. C'est-à-dire qu'on va de moins en moins sur un grand salon, juste en se disant tiens je vais passer sur le salon, je vais regarder. Non, si l'organisateur a bien une stratégie par rapport à la tendance de ses clients, il va répondre à cette tendance-là, quitte à ce que ce soit plus petit mais plus quali. Ok. Bon, eh bien, on vient de m'apprendre que nous avions dépassé le temps qui nous était imparti de 5 minutes. Je ne m'en suis pas rendu compte, on ne pourra pas parler de vacances. Merci beaucoup à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir nos interlocuteurs en direct. Merci beaucoup.